Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau live du vendredi. Pendant plus d'un mois, notre média va vous faire découvrir les défis et les enjeux de la jeunesse en 2021. Comment, vous allez me dire? Eh bien grâce à des articles, des reportages, des vidéos, des podcasts, mais aussi, comme vous êtes en train de le voir, des lives. Pour celles et ceux qui nous découvrent en cette fin de semaine, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat et bien évidemment sur notre site internet www.existbyiscpa.com. En ce qui concerne les lives, 4 fois par semaine du lundi au vendredi, vous retrouverez sur Instagram des chroniques et des interviews par les journalistes du pôle live. Chaque semaine une thématique centrale et pour ce second épisode du live du vendredi, nous allons parler engagement, qu'il soit politique, citoyen ou encore environnemental. Au programme ce soir, comme la semaine précédente, nous allons commencer avec la rubrique Le Talk, animée ce soir par Aris. Et le talk vous emmène ce soir à la rencontre d'Hugo Biolay, devenu aux dernières élections municipales le plus jeune maire de France à seulement 18 ans. En direct de Vinzieux, en Ardèche, il répondra à nos questions et puis bien sûr aux vôtres. Alors n'hésitez pas à réagir dans le chat et à poser vos questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Ensuite, Alexandre vous présentera la rubrique Hier encore. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte d'une nouvelle personne qui va nous raconter sa jeunesse et les moments clés de ces années de la vingtaine. Enfin, je vous retrouverai en fin d'émission avec Alexandre pour le récap. Retour sur les 3 sujets coup de cœur de notre rédaction sur la semaine qui s'est écoulée. Mais sans plus tarder, je vous propose de lancer ce live du vendredi avec le talk. Et ce soir, c'est encore Julien alias Serge qui s'occupe de la régie. Alors Serge, jingle talk s'il te plaît. Salut Aris, aujourd'hui dans le cadre de notre semaine sur l'engagement, tu t'attaques à l'engagement politique de la jeunesse. Le souhait d'y participer. Finalement, lors de ce scrutin qui s'est déroulé en pleine crise de la Covid, il a eu soit... Aris, je crois qu'on a un petit souci technique, on t'entend pas du tout. Est-ce que tu peux vérifier que tu as bien réactivé ton micro? Parce que visiblement, nos spectateurs ne t'entendent pas du tout. C'est tout bon? Alors, retour sur Aris. Oui. Donc je disais que les jeunes en France ont un rapport compliqué avec la politique et cela se traduit en chiffres. Selon un sondage IFOP réalisé à quelques semaines des élections municipales de 2020, seulement 30% se sont déclarés intéressés par ce scrutin. Et sur les personnes inscrites sur les listes électorales, 33% ont exprimé le souhait d'y participer. En comparaison, lors de l'élection présidentielle de 2017, ce sont 52% des 18-25 ans qui ont exprimé le souhait d'y participer. Finalement, lors de ce scrutin qui s'est déroulé en pleine crise de la Covid, il y a eu 72% d'abstention. C'est les jeunes, c'est un record, et c'est selon un sondage Ipsos Sopra Steria. Et c'est un triste record, d'autant plus qu'il y a eu près de 60% d'abstention, toutes tranches d'âge confondues. Lors d'une interview donnée au Monde en juillet dernier, Anne Muxel, directrice au Centre de recherche politique de Sciences Po, explique ce taux par le fait que certains jeunes sont inscrits dans un bureau de vote proche de leur domicile familial, mais ils vivent dans une autre ville, suivant leurs études ou leur lieu de travail. Pour certains, s'abstenir de voter, c'est une forme de protestation délibérée. Et enfin, pour certains, c'est par indifférence totale, car la politique ne les intéresse pas. Aujourd'hui, on a 32 députés qui ont moins de 30 ans, sachant que l'Assemblée nationale compte 577 sièges. Concernant les maires, on a 4%
qui ont moins de 40 ans, l'âge moyen étant de 59 ans. En Europe, la plus jeune eurodéputée est Kira Peter Hansen, 21 ans et originaire du Danemark. Et donc, malgré le fait que la politique ne soit pas le sujet central des jeunes, il existe des exceptions. Maintenant qu'on connaît mieux le contexte, je vous propose de rencontrer Hugo Biolay, le maire de Vinzieux en Ardèche. Je me répète, mais je vous invite à poser toutes vos questions à monsieur le maire dans le chat. Harry, c'est à toi, et puis ne vous inquiétez pas si nous ne répondons pas tout de suite à vos questions. On va attendre la fin de cette interview pour y répondre. Bonjour Hugo Biolay, maire de Vinzieux en Ardèche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'inviter ce soir. Encore une fois, je vous l'ai dit et je le répète devant ceux qui nous écoutent ce soir, je suis très très heureux de venir discuter avec vous et de venir échanger en tout cas. Plaisir partagé. Donc n'hésitez pas à vous qui nous regardez ce soir de poser vos questions dans le chat. Hugo Biolay, ce sera un plaisir d'y répondre. Donc pour commencer, quelles ont été les raisons de votre candidature à seulement 19 ans? Alors, je vais essayer d'être rapide et de synthétiser un petit peu les différentes raisons qui ont pu amener à une candidature, mais ça a été déjà en jeu de circonstances et en jeu de rencontre. On va dire que j'ai pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui m'ont montré de l'intérieur ce que l'on pouvait faire dans une mairie. Alors, je ne vais pas dire en politique parce que je ne me suis pas engagé dans le but de faire de la politique, mais vraiment dans le but, au début, je me suis rendu compte de ce qu'on faisait dans une mairie et de comment est-ce que c'était un moyen extraordinaire d'aider les gens, d'aider les habitants. Et on vit aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement complexe. On vit dans un monde on arrive, on appuie sur un bouton, on a de l'électricité, on utilise des transports en commun, on jette ses déchets dans sa poubelle. Et en fait, derrière tous ces actes du quotidien, je me suis rendu compte assez vite, quand j'ai fait un stage en fait dans une mairie, qu'il y avait des mécanismes, des engrenages très très puissants et beaucoup de monde derrière pour les faire fonctionner, alors que ce soit des équipes techniques et puis des têtes pour penser, pour que pour que les engrenages puissent aller ensemble et que nous on puisse vivre de manière, on va dire, agréable et prendre aussi des fois des moments des moments où on peut s'oublier. Et j'avais envie de passer de l'autre côté et de toucher un petit peu à ces engrenages et de me dire, on peut les améliorer, il y a des choses à faire. Dans mon village, c'est un village dans lequel j'ai grandi et je le connais bien, je pense qu'il y a des choses à faire. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire en 2020, l'année dernière, de me présenter, de monter une équipe, alors j'y suis allé. C'était un pari un petit peu fou et je suis allé jusqu'au bout de mon engagement, de mes idées, parce que j'ai vraiment cette soif d'engagement-là. Et justement, comment a réagi votre entourage à cette candidature? Alors, tout dépend qui. On va dire que je suis peut-être le moins bien placé pour avoir ce regard un petit peu objectif de comment mon entourage a pu réagir, mais probablement surpris, mais pas tant que ça, parce que c'était quelque chose qui me ressemblait aussi. Et on voit, moi, depuis quelques mois, je suis parfaitement dans ce que je maîtrise, dans ce que je sais faire et dans ce que j'aime. Donc, comme je suis passionné, ils l'ont tout de suite compris et ils m'ont soutenu. Beaucoup m'ont soutenu, et je dirais même aussi que les élus locaux m'ont soutenu. On parlait de l'âge des élus. L'âge des élus locaux est encore plus élevé que l'âge des élus nationaux, presque, notamment des maires. La moyenne d'âge des maires, alors sur le précédent mandat, c'était 60 ans. Il y a aussi cette volonté pour les maires, justement, de passer le flambeau, et c'est notamment dans les petites communes comme la mienne, Vinzieux, je le rappelle, qui est un village de 450 à 500 habitants, c'est d'énormes responsabilités. Derrière, on n'a pas des services énormes comme la ville de Paris, comme la ville de Lyon, et donc on est en première ligne. C'est très 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 chronophage, c'est pas bien payé du tout pour les 50 à 60 heures par semaine que l'on peut faire juste sur le mandat, et donc ils ont vu aussi, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui ont envie de s'investir, et donc ils m'ont beaucoup aidé. Voilà. Justement, comment vous avez réussi à les convaincre? Est-ce que votre âge, justement, elle a pas provoqué une forme de défiance? L'âge, malheureusement, et ça je m'en suis rendu compte à mes dépens, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. C'est un critère de discrimination aujourd'hui, c'est un critère de discrimination à l'entrée, comme peuvent être beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que sur le jeune âge,
on voit énormément de réflexions qui sont des réflexions qui sont irrationnelles, parce que c'est l'âge qui devient un facteur, le facteur de mes capacités, le facteur de ce que je suis, ce que je vais faire, etc. Donc, parce que je suis jeune, je vais faire uniquement du numérique, ou parce que je suis jeune, j'ai pas assez d'expérience et je vais crouler et je ne vais rien faire de bien. Ou au contraire, parce que je suis jeune, je vais apporter forcément du renouveau et je vais être forcément en maire excellent. Ça, c'est deux choses qui sont revenues et je me suis pris, je me suis pris de plein fouet entre, si je peux me permettre l'expression, pendant ma campagne et après ma campagne. Et c'est des choses que je combats parce que je crois qu'aujourd'hui, on a une jeunesse déjà qui est engagée, pas forcément sur son poste comme le mien, mais une jeunesse qui est engagée dans des associations, une jeunesse qui est engagée aussi dans des mairies avec beaucoup de conseillers municipaux jeunes aujourd'hui. Et moi, je me bats pour qu'on puisse nous laisser cette voie, nous laisser cette place, parce que je considère euh, que ce n'est pas du tout l'âge, c'est un facteur, c'est un chiffre, et derrière ce chiffre, on a des capacités, on a des profils différents. Moi, il y a des maires beaucoup plus vieux que moi qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, etc. Et ça ne préjuge en rien de la qualité et de la passion avec laquelle on fait notre travail. On a des questions qui arrivent en direct, notamment de Nathan, qui demande comment est-ce que vous avez vécu votre victoire à cette élection, surtout à cet âge assez jeune. Eh ben, c'était très étrange. Pour revenir un petit peu chronologiquement, moi j'ai été élu au premier tour des élections. Donc j'ai été élu à 70% des suffrages exprimés le 15 mars. Et cette date-là est importante parce que le 15 mars, c'était la veille du premier confinement. Donc à 21 heures, 3 heures plus tard, on est confiné. On rentre dans une crise. On ne pensait pas qu'elle allait être aussi longue, aussi longue et qu'on allait encore y être aujourd'hui, à ne pas pouvoir avoir les couvre-feux, confinement. Et donc, c'était très, très spécial. C'est-à-dire que, à la fois, c'est bien, on a remporté cette élection, et je parle de l'équipe parce que c'est vraiment une équipe maire, c'est un mandat qui est solitaire dans la représentation, dans les responsabilités aussi un petit peu, mais qu'on fait vraiment en équipe. Et on s'est retrouvés, on savait pas trop, parce qu'on savait pas demain ce qu'il allait en être. Est-ce qu'on va pouvoir entrer en fonction? Est-ce que les élections vont être refaites? Donc, énorme incertitude qui fait qu'on était un petit peu entre deux sentiments. Et le fait est qu'il y a eu énormément de temps, et j'ai eu énormément de temps, moi, pour me faire entre l'élection qui s'est passée en mars et le moment où je suis réellement devenu maire, je me suis assis dans ce fauteuil et où j'ai ouvert les dossiers. Ça s'est passé le 23 mai. Donc, il y a eu plusieurs mois entre les deux. On a une autre question live. À Théo et Vincent, leurs questions se rejoignent et qui vous demandent quelles sont vos ambitions politiques. Ça, c'est une des questions qu'on pose, je crois. C'est à chaque interview, on ne peut pas ne pas avoir cette question, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être la seule fois où je revendique un petit peu ma jeunesse, c'est que je me rends compte que j'ai du temps devant moi, je me rends compte que j'ai envie de m'engager, ça c'est sûr. Et s'il y a une cause qui me tient à cœur, eh ben, je vais y aller, et je vais m'engager à fond, je vais tout faire pour pouvoir arriver à améliorer, hein, disons, à apporter ma pierre à l'édifice qui est en train de se construire. Mais par contre, je me fixe pas de plan préétabli pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'en ai pas. Je vais aller un petit peu. Il y a des politiques qui m'intéressent, il y a des secteurs qui m'intéressent. Et ben, je vais m'engager à l'intérieur et je vais essayer de m'engager au mieux, au plus, à 100%. Si je commence à avoir un plan de carrière dans ma tête, c'est très mauvais parce que en politique, on est là, on n'est pas censé faire ce plan de carrière qui moi, j'ai pas envie de faire une action dans mon mandat de maire uniquement pour pouvoir gagner en autre suffrage ensuite. C'est contre-productif pour ce que je vais faire pour le village ou mes différents autres mandats au niveau intercommunal actuellement. Et moi, ça va m'apporter beaucoup plus de frustration et beaucoup moins de bonheur aujourd'hui dans ce que je fais au quotidien. Il y a Kiliti qui vous demande s'il y a des jeunes de votre âge dans votre équipe municipale. Alors non, il n'y a pas de jeunes de mon âge dans l'équipe municipale. Je crois que la deuxième personne la plus jeune de l'équipe doit avoir une petite trentaine d'années. Euh, je ne connais pas vraiment les âges. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir une équipe municipale la plus large possible, avec des retraités, des personnes qui sont actives, des personnes qui sont plus jeunes, parce que je crois que ce qui fait la force d'une équipe municipale, c'est sa diversité. Alors,
parle de la diversité des âges aujourd'hui, mais il y a aussi cette diversité des métiers, etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de jeunes, mais aussi, il faut se le dire, c'est très difficile d'avoir des jeunes. Moi, j'ai demandé à d'autres jeunes de s'impliquer, mais c'est aussi une période où on fait nos études, où on n'a pas forcément envie d'être happé là-dedans tout de suite, et c'est totalement compréhensible. Il y a plein d'autres manières de s'engager où on peut s'engager, que ce soit en local ou au niveau de sa vie universitaire. Mais le fait étant que je sois dans un milieu rural aujourd'hui, j'ai pas trouvé non plus d'autres jeunes, mais c'est très bien parce que ça fait une équipe qui est très, très hétéroclite. Et justement, par rapport à ça, il y a Lancelot qui vous demande si vous avez dû montrer plus que les autres vos compétences pour vous faire respecter auprès des autres élus. Ah oui, c'est certain. C'est certain. J'ai dû me montrer et j'ai commencé ma campagne très tôt finalement. J'ai eu 2 mois de campagne uniquement pour montrer que j'étais légitime et que je pouvais avoir des compétences. C'est un travail de fond, c'est un travail qui est long où on doit le montrer. Et dans un sens, je trouve ça sain parce que je pense que tout le monde devrait le faire, ce travail-là. Tout le monde devrait montrer, ben voilà, quelle est ton envie, quelle est ta passion, quelle est ton ambition pour le village et qu'est-ce que toi, personnellement, tu peux y apporter. Donc c'est ce que j'ai montré pendant plusieurs mois et j'ai vu la différence entre la première réunion publique que j'ai faite où il a été essentiellement question de mon âge et de ma personne dans les différentes questions à la fin de ma réunion publique et la deuxième réunion publique 2 mois plus tard où il a été uniquement question du programme et je n'ai pas dû répondre à une seule question sur mon âge. Et donc j'étais pour les deux réunions très très surpris. Vous êtes également étudiant à Sciences Po Grenoble. De quelle manière vos études vous aident pardon, dans votre fonction de maire? Et surtout, comment est-ce que vous gérez les deux? Alors aujourd'hui, oui, je suis étudiant. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir choisi de faire cette année-là que je fais aujourd'hui à distance. Donc moi, mes cours se font entièrement à distance cette année. Et ça me permet de suivre les deux et de me rentrer dans le mandat. L'année prochaine, je retournerai probablement en présentiel. Ce sera une autre question, mais j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une école à Sciences Po Grenoble qui écoute ses étudiants, qui écoute mon engagement et avec qui je peux discuter pour trouver un mode d'organisation et rendre compatibles les études d'une part et le mandat de l'autre. C'est c'est très intéressant de faire les deux et de coupler les deux parce que je vois en même temps un côté théorique qui est celui que j'apprends en cours aujourd'hui et le côté pratique au niveau de la mairie où là je suis directement dans les dossiers. Donc les deux se télescopent et puis l'un va m'aider à l'autre et vice-versa. Et après, tout est une histoire d'organisation. Je parlais des maires qui sont dans les petites communes. Les maires des petites communes, généralement, travaillent s'ils ne sont pas à la retraite et s'organisent aussi de manière à pouvoir à la fois travailler et, euh, et assurer leur mandat. Et moi, c'est la même chose pour moi, simplement, je suis encore au stade universitaire, au stade des études. Et pour finir, une petite dernière question. Entre votre mandat et vos études, vous n'avez pas peur justement de passer à côté de votre jeunesse? C'est une très très bonne question. J'ai pas peur de passer à côté de ma jeunesse parce que aujourd'hui je vis à 200%. Je découvre des choses. J'ai plus appris en quelques semaines, quelques mois que j'ai l'impression dans tout le reste de mon existence. Et là je vis, je découvre énormément de choses. J'ai des opportunités qui s'ouvrent. Ça me permet d'agir. J'ai l'impression d'être utile aussi, d'être utile à mon village, d'être utile à ma communauté de communes et d'avancer pour les autres. Et ça, certes, c'est peut-être pas en parcours classique, c'est peut-être en parcours un petit peu atypique, mais moi, j'y ressors tout le bonheur que j'ai au quotidien et l'engagement, et ça, je vous le dis, n'hésitez pas à vous engager. Si j'avais un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à vous engager de quelque manière que ce soit, parce qu'on y retire énormément de bonheur. Derrière tout le travail qu'il y a, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, et donc je n'ai pas l'impression de passer à côté de ma jeunesse. Non. Eh ben, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous ce soir. Eh ben, merci à vous encore une fois pour l'invitation. Sans problème. Léa, je te rends la main pour la suite de l'émission. Merci beaucoup Aris pour cette interview. Merci également à monsieur le maire d'avoir été avec nous ce soir. Sans transition, on passe tout de suite à la rubrique Hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps.
Hier encore vous emmène ce soir dans la Vataine de Daniel, en mai 68. Mais d'abord, j'accueille Alexandre, comme vous pouvez le voir, qui va faire un petit récapitulatif du contexte de ces années. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Quand je vous dis les premiers pas de l'homme sur la Lune, la crise de Cuba, la fin de la guerre en Algérie, le début de la construction du mur de Berlin, des Beatles à leur apogée, un Johnny Hallyday qui commence seulement sa tournée sur les scènes de France, ou encore la fin des 30 Glorieuses, et bien évidemment je vous dis bienvenue dans les années 60. Période nostalgique pour certains, marquant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, les 60s sont pour beaucoup un âge d'or chéri, marqué par l'engagement de la jeunesse dans des causes planétaires. Retour sur quelques événements marquants d'une décennie qui a changé le monde, en bref et en images. On commence évidemment en 1960, 600 ans après la création du franc par le roi de France Jean II le Bon, les premières pièces du nouveau franc sont mises en circulation. En 1961, l'URSS envoie le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, avant les Américains donc, dans un contexte de pleine guerre froide, occasionnant notamment le début de la construction du mur de Berlin la même année, en 1961. En 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Les Français approuvent par référendum à 91%, un mois après le cessez-le-feu, les accords d'Évian reconnaissant l'indépendance du pays. L'année suivante, en 1963, les États-Unis sont sous le choc après l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy lors d'un déplacement officiel. Lyndon Johnson devient alors le président des États-Unis 2 heures après l'attaque en prêtant serment à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel américain. En 1964, c'est Nelson Mandela qui est condamné à la prison à vie à l'âge de 45 ans en Afrique du Sud. Il ne sera libéré que 26 ans plus tard, le 11 février 1990. Le héros de guerre britannique Winston Churchill s'éteint à l'âge de 90 ans en 1965 à Londres. C'est aussi la même année que Charles de Gaulle est réélu à la présidence de la République en France. En 1966, Walt Disney, qui était né le 5 décembre 1901, meurt à l'âge de 65 ans. Ses studios d'enregistrement comptent plus de 500 films, sans compter les courts-métrages. En 1967, la troisième guerre israélo-arabe, appelée la guerre des 6 jours en raison de sa durée, s'achève par une victoire triomphale de l'armée israélienne et la déconfiture totale des pays arabes. En 1966, aux États-Unis, le pasteur noir américain Martin Luther King est assassiné à Memphis. Le repris de justice James Earl Ray est accusé, jugé et condamné à la prison à perpétuité, mais des doutes sur sa culpabilité subsistent. Enfin, à 3h56, très précisément heure française, le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Il prononce alors évidemment cette célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Voilà pour ce petit tour d'horizon des grands événements de la décennie. Avant de retrouver Lucille dans quelques secondes, comment ne pas aborder l'événement marquant de l'engagement de la jeunesse en cette fin des années 1960 avec mai 68. La France sort tout juste des 30 Glorieuses, mais tout le monde ne profite pas de la croissance économique du pays. Depuis 1966, la France compte 500 000 chômeurs et 2 millions de travailleurs sont payés au SMIC, le salaire minimum donc évidemment, se sentant exclus ces 2 millions de travailleurs se sentent exclus de la prospérité économique de la France. Le 13 mai débute alors ce qui reste encore aujourd'hui comme le plus grand mouvement social de l'histoire de France au XXe siècle. 14 jours plus tard, après des grèves généralisées dans tout le pays, les accords de Grenelle entre le gouvernement et les syndicats annoncent une augmentation notamment une augmentation de 35% du SMIC. Alors voilà, pour le contexte des années 60, maintenant on place à notre invité. Merci beaucoup Alexandre pour ce contexte historique et social. On se rend sans plus tarder chez Daniel grâce à une interview réalisée dans la journée, un petit peu plus tôt, dans les conditions du direct. Une interview menée à bien par notre rédactrice en chef Lucille Serge Magnéto. Bonjour Daniel, merci de nous accueillir dans le 7e arrondissement de Lyon. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ta vingtaine en 1968. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu, nous expliquer le climat de l'époque ? Alors, le climat de l'époque, pour moi, de façon très personnelle, je n'étais pas du tout politisé, premièrement.
première chose. Ensuite, je suis rentrée en fac en septembre ou octobre 67. Donc, c'était ma première année de fac de lettres qui se termine par mai 68. J'ai donc appris là, à ce moment-là, un peu, quand même beaucoup de choses sur la politique. Et voilà, je me suis sentie très concernée. Donc j'étais parmi les étudiants de la fac. À ce moment-là, nous étions 5% d'enfants d'ouvriers et de paysans. Et donc moi j'étais d'un milieu modeste et j'avais pour amis des gens du même milieu. Je vivais seule, je vivais plus avec mes parents. Et j'avais pour amis surtout donc les copains qui venaient de l'extérieur de Lyon, qui avaient aussi une chambre en ville et qui étaient donc pareil, des gens plutôt modestes. Voilà. Les Lyonnais, ils rentraient, eux, quand on avait fini les cours, ils rentraient dans leur famille. Donc il n'y avait pas beaucoup de temps, on ne discutait pas, on n'était pas ensemble. Et nous, on rentrait au bistrot où on allait boire un café qui durait 3 heures. Et voilà, un peu l'atmosphère à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager? Quel rôle tu voulais avoir à l'époque dans ces mouvements? Alors, j'ai compris parce que c'était très, très, très sollicitant et très dynamique, le mouvement de mai-juin 68. On était en occupation des facs et donc 24 heures sur 24, on discutait. De temps en temps, on dormait un peu sur les tables de bibliothèque, par exemple. Mais surtout, on discutait. Moi, j'apprenais beaucoup. Il y avait aussi les manifs et auxquels j'allais pas toujours parce que je n'aimais pas les manifs violentes. Je supportais pas bien ça. Donc, quand je pressentais que ça allait un peu castagner avec les CRS, je n'y allais pas parce que je ne savais pas comment il fallait faire pour s'échapper. Voilà. Mais il y avait... je crois que ça a été la conscience qu'il y avait quelque chose à faire de ce monde qui n'était pas construit à notre goût, à mon goût en tout cas à moi, qui était injuste. Voilà. Il y avait, le MLF existait déjà à ce moment-là en France, pas depuis très longtemps. Bon, j'ai commencé du coup à percevoir ce qui se passait un peu du côté des femmes, et puis je crois du côté des injustices en général, quoi. Voilà. Et on parlait d'engagement cette semaine dans notre live, qu'il soit citoyen, environnemental ou politique. Tu penses que les jeunes de 68 étaient aussi engagés que maintenant? Alors en 68 même, c'est-à-dire que le mouvement il est parti comme une flambée quand même, et en 68 même ça a beaucoup mobilisé. Alors les jeunes quand même c'est une classe très particulière, ça il faut le dire, ce sont les étudiants. Je ne sais pas si nous étions privilégiés, nous les 5% en question, on était boursiers, on avait des petits boulots à côté, bon voilà. Mais on était... Je ne sais pas comment les jeunes étaient engagés à ce moment-là. Je sais qu'après, c'est les retombées de mai 68 qui ont fait les engagements de ma génération, c'est-à-dire dès le début des 70, mais même de 68 à 70, là, pendant les 2 années. Et donc, il y a eu tout un tas de mouvements qui se sont constitués pour les prisons, pour commencer les luttes pour la liberté sur des pratiques sexuelles, voilà, sans être agressé, pour le MLF, enfin pour la liberté des femmes. Et notamment, moi je me suis engagée là-dedans, dans les mouvements féministes et dans le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Je me suis beaucoup engagée là, à partir de 71, 72, je me souviens plus bien, jusqu'en 74, 75, voilà. Donc, et il y a eu tout un tas ce qu'on a appelé les 68 arts, voilà, bon,
qui se sont beaucoup mobilisés dans les années 70. Ça a été ça la retombée majeure, quand même. Et aujourd'hui, tu continues à lutter pour certaines causes ? Oui, c'est dans les mouvements féministes, voilà, je prends part, oui, toujours, parce que c'est pas fini. On a cru, quand on avait 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, on a cru que c'était bien, on s'était bien battu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et que ça y est, ça allait être fini. Ah ben non, c'est pas fini du tout, il faut continuer, parce qu'il y a des tentatives pour revenir en arrière, revenir sur des acquis, donc il faut qu'on retourne à la bataille. Et avec d'autres champs, puisque maintenant c'est beaucoup aussi contre les mouvements féministes sont centrés contre les agressions sexuelles, les violences faites aux femmes et notamment les féminicides. Et puis l'autre engagement que j'ai actuellement, c'est le collectif de solidarité avec les étudiants. Pour les étudiants qui ont beaucoup pâti du confinement et des confinements et qui étaient en situation précaire, il faut dire en situation de pauvreté, parce que moi c'est ce que j'ai connu, on disait ni précaire ni pauvre, on n'avait pas ce vocabulaire-là, mais ce que j'ai connu pendant mes études, mais je n'ai pas le souvenir d'en avoir souffert, on rigolait beaucoup, on était contents d'être ensemble. Ils ne peuvent pas rigoler actuellement. En plus de la pauvreté ou de la précarité, ils sont tout seuls dans leurs 9 mètres carrés de chambre ou plus, mais quand même tout seuls. Et ils n'ont pas cette possibilité, enfin la manière, tout ce qu'on a connu, nous, de ludique et d'intellectuel aussi, de réflexion, d'amitié, d'amour, de s'engueuler, de se réconcilier. Voilà, je crois que les étudiants actuellement ne connaissent pas ça et c'est vraiment quand même dommage pour eux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Daniel, je laisse la parole à mes collègues. Merci à Daniel de nous avoir reçus chez elle dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Et puis un grand merci à Lucille d'avoir réalisé cette interview. Il est venu le moment de vivre ou de revivre ce qu'il s'est passé cette semaine. C'est l'heure du récap de la semaine. Et on commence ce récap avec un reportage sur la colocation intergénérationnelle. En pleine crise de logement pour les jeunes, pourquoi ne pas apporter un petit peu de compagnie aux plus isolés ? Direction l'association Le Paris Solidaire qui met en relation des étudiants en recherche de logement et des seniors. Un reportage d'Antoine Desvoives et Benjamin Loriol. Mathilde a 23 ans, est étudiante et vit en colocation. Coucou ! Une colocation pas comme les autres puisqu'elle partage son logement avec René Gilles, 87 ans. Les deux femmes partagent leur logement depuis le mois de septembre et les 64 ans qui les séparent ne les empêchent pas de passer de vrais moments de complicité. C'est pour ne pas être seule que Madame Gilles met à disposition de Mathilde une chambre dans sa petite maison. Ah bah avec Mathilde, c'est le vrai bonheur. Moi, j'avais une copine qui avait pris une petite étudiante infirmière et puis je me suis dit pourquoi je ferais pas pareil. Au lieu d'aller en maison de retraite, je resterais chez moi. Je suis bien mieux chez moi. Ça s'est fait, elle m'a proposé une rencontre au déconfinement et on s'est rencontrés. Et tout de suite avec René, on a su qu'on voulait vivre ensemble. En plus de belles rencontres, ce système de colocation intergénérationnelle offre des solutions d'hébergement aux jeunes en mal de logement. Il y a aussi un avantage financier. Moi, tout seul, je ne pourrais pas vivre dans une maison. J'ai quand même de la chance. Je vis dans une maison avec un jardin. Je suis à côté de Lyon. Le prix des appartements à Lyon, c'est quand même assez cher. Donc ça aussi, c'est quand même un avantage. Je paye 30 € par mois, simplement pour les charges. C'est l'association Le Paris Solidaire qui organise chaque année ces colocations intergénérationnelles. Le jeune vient vraiment en supplément, c'est-à-dire être ensemble dans une relation qui est non salariée. On peut rendre des petits services au quotidien, mais pas dans une récurrence de services comme ça peut être demandé à un professionnel. Cette année, ils sont 74 jeunes lyonnais à bénéficier des services de l'association et à pratiquer le vivre ensemble malgré l'écart entre les générations. De retour pour vous présenter notre deuxième sujet coup de cœur de la semaine. Comme la semaine dernière, nous vous proposons un extrait de 20 sur 20, l'émission de radio
quotidienne du pôle podcast. Alors oui, nous aurions pu vous parler de la chronique de Lancelot qui nous a permis d'écouter le merveilleux Nat King Cole, ou encore, comme la semaine dernière, le jeu super fun. Mais nous avons décidé cette semaine de diffuser la carte blanche de Lucille sur le thème du sexisme. Quand bien même vous auriez raté l'intégralité de ces podcasts, ils sont disponibles sur YouTube, SoundCloud et notre site internet. Voici l'extrait. C'est l'heure de la carte blanche. Vous nous l'avez reproché, parfois il n'y a pas de femmes dans cette émission. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, la présence de Lucille, et quel bonheur encore une fois de la voir avec nous, et vous allez l'adorer. Lucille, je crois que tu vas rendre un hommage aux femmes. Oui, je crois bien, oui. Alors, croyez-le ou non, aujourd'hui, je ne suis pas venue surveiller cette merveilleuse équipe de journalistes radio, et non. Mais je dois vous avouer un truc. En me baladant sur Facebook l'autre soir pour aller liker tous les posts de notre média, comme je suis une chef assidue, Évidemment. je suis tombée sur le commentaire de Valérie. Valérie nous dit que 20 sur 20 est une émission intéressante pour les jeunes comme pour les moins jeunes, mais attention, il y a un bémol. Pourquoi n'y a-t-il pas au moins une fille autour de la table, nous demande Valérie. Alors peut-être que vous l'aurez remarqué, vous autres auditeurs, il n'y a pas l'ombre d'une nana dans ce studio. Certains disent que c'est scandaleux, d'autres ne trouvent sûrement pas ça problématique, vous me direz. Et personnellement, je n'avais même pas remarqué. Quoique, je trouve que ce studio sent de plus en plus la testostérone chaque jour, si vous voulez mon avis. Mais à l'heure où les hommes politiques sont invités plus de 2 fois plus que les femmes sur les plateaux télé, là où un homme ouvrier gagne en moyenne 17% de plus sur son salaire qu'une femme et un homme cadre sup 21% de plus que sa collègue, je ne pouvais pas laisser mes collègues du chromosome Y parler de discrimination sans moi. Alors j'espère que ces quelques secondes auront suffi à réchauffer ton cœur, Valérie, qui nous écoute sûrement. Et pour toi, Sarah, qui m'a appris pendant mon premier stage à ne jamais me taire face à un homme, ou toi, jeune animatrice dont je tairai le nom, qui m'a confié des histoires sordides face à des hommes au travail, ou encore pour toi, maman, ma merveilleuse maman, qui m'a toujours poussée vers la voie du féminisme, mais attention, pas celui où on écrit dans sa bio Twitter Men or Trash, et encore moins où on partage dans sa story Insta des photos de faits divers féminicides en écrivant tous les mêmes. Bref, pour Valérie et pour vous autres mesdames, aujourd'hui, je voulais, avec ma présence aussi féminine soit-elle, rendre hommage à vous toutes, femmes avec un grand F. Et puis sans aucune transition, place au dernier extrait de notre récap. Comment draguer et faire des rencontres en 2021 ? C'est la question à laquelle Paul et Antoine sans transition plutôt, ont essayé de répondre dans ce micro-trottoir. 16 janvier 2021, c'est l'heure du 3e micro-trottoir Exist by SCPA. Aujourd'hui on va être romantique, on va parler des rencontres amoureuses des jeunes en 2020-2021, avec le Covid, avec le confinement. C'est parti. Est-ce que c'est dur en 2020-2021 avec le Covid? C'est beaucoup plus chaud dans le sens où avec la fermeture des bars et tout, pour les premiers dates, c'est la galère, hein, on va pas se cacher. Frère, c'est cauchemar. C'est cauchemar. Ah bah oui, carrément, parce que tous les endroits, genre le cinéma, les restaurants, etc., on peut pas y accéder, donc à part se voir chez les uns, chez les autres, ou même dans une voiture. J'ai l'occasion de rencontrer personne, on ne peut plus sortir, il n'y a plus d'activité, et donc il n'y a pas vraiment d'occasion. J'ai changé de coloc à la suite du premier confinement et je me suis mis avec ma coloc du coup. Alors, moi je suis en cours, on a fait les cours en visio. Après moi je suis dans 21, du coup on est dans la même pièce. Genre du coup on était obligé d'être sur les écouteurs et tout. C'est pas les mêmes cours, là c'est quoi, j'ai mes cours. Du coup de ce point de vue là, c'est vrai que c'était un petit peu problématique. Même avec le masque, c'est vrai que les gens, le physique ça compte un minimum, donc les gens on les voit avec le masque et sans le masque au final c'est pas forcément la même chose. Et ouais, c'est compliqué. Bah, c'était bien relou, il y avait rien, c'était plus compliqué pour quelque chose. On a toute la place dans le lit mais c'est chiant quoi. Pour toi, comment flirter en 2021? Comment on peut faire? Eh bah, si j'avais la réponse... Sorti du premier confinement, je me suis mis avec ma copine et on est toujours ensemble, mais je crois que j'ai des potes qui se sont mis à Tinder à fond et voilà. Je crois que ça a marché plutôt pas mal pour la plupart. Ouais. Non, franchement, je sais pas. Ouais, sortir en ville... essayer. Snapchat et Instagram. C'est tout. Le moment est venu de nous quitter. Je sais que vous êtes tristes, mais séchez vos larmes. On se retrouve dès lundi sur Instagram avec un nouveau thème. Et puis dès vendredi prochain à 17h sur YouTube. D'ici là, laissez-moi vous souhaiter une excellente soirée.